Bonjour à tous et toutes. Ça me fait plaisir d'être ici à Trois-Rivières. Lorsqu'on m'a invité, je me suis dit, puisque nous sommes, nous dit-on maintenant, dans la vallée de la transition énergétique, ce qui explique pourquoi l'événement se tient ici, je me suis dit, pourquoi ne pas aller voir l'ancêtre ou le prédécesseur de ce qu'on appelle aujourd'hui la vallée de la transition, c'est-à-dire la vallée, le cours d'eau, donc le Saint-Maurice, où historiquement s'est déroulé au Québec le développement de la grande hydraulique. C'est dans la vallée du Saint-Maurice qu'a commencé ce long historique du Québec en matière de développement hydraulique. Donc, c'est ce que j'ai choisi de vous entretenir. Je voudrais, avant de commencer, j'ai essayé d'animer un peu ma présentation. Je vais vous donner beaucoup de belles images historiques de Shawinigan surtout. Et je ne peux pas commencer sans remercier l'historien de Shawinigan, Monsieur Rénal de Bordelot, que j'ai rencontré il y a 10 ans maintenant, au moment où j'ai fait des fouilles dans les archives de Shawinigan, et qui m'a remis toute une série de photos qu'il avait recueillies dans la région, me dit-il, au moment où les sociétés d'histoire de Shawinigan, Saint-Tite, etc. fermaient, et il a pu recueillir des anciennes photos qui étaient conservées dans ces sociétés historiques. À ce que j'ai compris, ça a été sa principale source, qu'il a numérisée par la suite et qu'il m'a remis. Alors, c'était il y a 10 ans exactement, en 2014, que j'avais fait cette recherche dans les archives de la ville de Shawinigan, dans le cadre d'un projet de recherche. Et j'ai pu retrouver Monsieur Bordelot. J'étais très contente de lui parler il y a une dizaine de jours pour lui demander son autorisation, à savoir est-ce que je pouvais utiliser ces photos. Il m'a dit absolument, puis si vous en avez besoin d'autres, appelez-moi, je vais vous l'envoyer. J'en ai tout plein parce qu'il continue encore son œuvre de cueillette d'images historiques. Alors, je m'intéresse à la question municipale ou territoriale et la question que je vais poser aujourd'hui, c'est comment s'est structurée la relation entre le développement du développement hydroélectrique sur le Saint-Maurice et les municipalités, mais en me penchant surtout sur le cœur, le début de cette longue histoire à Shawinigan. Alors, tout commence en fait dès la fin du 19e siècle. Comme c'est l'histoire souvent au Québec à cette époque, parce que ça va être la même histoire au Saguenay-Lac-Saint-Jean, ce sont des Américains qui sont montés vers le nord, ici en la personne de John Edward Aldred, qui va avec d'autres et avec des financiers de Montréal, va fonder la Shawinigan Water and Power. Alors, c'est la Shawinigan Water and Power qui va structurer le développement hydroélectrique de la région. Il y a quelques petites autres histoires intéressantes qui sont un peu parenthétiques, dont une autre compagnie qui va contester et se rendre jusqu'en Cour suprême du Canada, mais je mets ça de côté. Donc, la Shawinigan Water and Power, qui est fondée en 1897. Et là, vous allez m'entendre souvent parler de billes privées. Alors, j'explique ce dont il s'agit. Ce sont des lois, évidemment, qui sont adoptées par la législature de Québec. On avait un Sénat encore à l'époque, donc des lois qui sont adoptées par le Parlement, mais qui concernent soit un individu, une compagnie, une société, et qui sont donc des demandes de législation qui sont amenées devant le Parlement parce que on veut créer des situations particulières uniques. Alors, donc, la Shawinigan Water and Power va obtenir ses lettres patentes en 1897, par bill privé en 1898. Son siège social est à Montréal. Et ce sont essentiellement, comme je le disais, des financiers américains et montréalais, anglophones tous, au départ.
Ensuite, dès l'année suivante, toujours par loi privée, la Shawinigan Water and Power va obtenir des pouvoirs d'expropriation afin de pouvoir construire ses centrales et ses lignes de transport. Évidemment, les gens de la région savent bien que ça se passe d'abord au Trou du Diable, dont la microbrasserie de la région a pris le nom par la suite. Alors, la Shawinigan Water and Power va avoir une stratégie de commercialisation ou industrielle, je pourrais dire, où il va y avoir deux versants ou deux axes, si je peux m'exprimer ainsi, à son développement. D'abord, la compagnie va mettre en place un marché industriel de gros à proximité, en offrant des tarifs très intéressants à ces compagnies, avec des contrats à long terme, autour de 20 ans. Donc, la Shawinigan Water and Power, qui a acheté les chutes de Shawinigan en 1897 pour 60 000 $, va aller recruter des industriels à l'échelle planétaire pour venir investir dans la région et utiliser cette électricité qui allait émerger donc des centrales hydroélectriques dont la construction commence à Shawinigan. Alors, ce sera au départ, dès 1902, il y a 3 grandes industries qui s'installent. C'est la Pittsburgh Reduction Company qui va s'établir donc à Shawinigan, et c'est la compagnie qui va devenir Alcoa puis Alcan, comme vous le savez. Il y a la Belgo Canadian Pulp et Canadian Carbide. Et toute cette historique est bien racontée maintenant, non seulement dans de merveilleux livres d'historiens de la région, mais aussi à la Cité de l'énergie à Shawinigan, qui est un musée régional assez extraordinaire. Donc, un marché de gros sur place qui est lié par des ententes à long terme pour de l'électricité à bas coût. Et en même temps, la Shawinigan, tout de suite, va également développer un marché de détail de l'électricité. Et là, évidemment, il faut se rendre vers les grands marchés de détail. Bien, ce sera évidemment Montréal. Et d'ailleurs, en 1903, la ligne de transport d'électricité entre Shawinigan et Montréal est la plus longue en Amérique du Nord qui est mise en place. Donc, il y aura des développements technologiques intéressants qui vont être mis en place dès l'origine par la compagnie. On construit tout de suite, ça suffit pas une seule ligne, on construit une deuxième ligne pour Montréal, on va se rendre à Trois-Rivières, on va se rendre à Québec. La Shawinigan va mettre en place aussi des filiales pour desservir finalement tout le sud du Québec. Bref, il y a vraiment une stratégie assez agressive, on dirait aujourd'hui, dans le sens anglais du terme, là, pour aller capter les marchés de détail autour, dans tout le sud du Québec. Et d'ailleurs, comme vous le savez, au moment de la deuxième nationalisation, 62-63, la Shawinigan Water and Power est la grosse compagnie qui est nationalisée au moment où René Lévesque est le ministre des richesses naturelles. Donc, Shawinigan Water and Power, marché de gros, industriel, à proximité, marché de détail qu'on va chercher dans les régions métropolitaines. Alors, avec ça, les institutions vont se mettre en place. Et parmi les institutions, on trouve les municipalités. Alors, on va constituer la ville de Grand-Mère, qui fait maintenant partie de Shawinigan. Et tout ça se fait par bill privé aussi, donc une loi privée qui prévoit des règles particulières par rapport à ce que l'on trouve par ailleurs dans les lois générales. Et la ville de Shawinigan Falls, en fait, jusqu'à je sais plus quelle date exactement, je crois que je le mentionne un peu plus loin, va être créée, mais avec des règles fiscales particulières. Là, il faut se rappeler qu'à l'époque, il n'y a pas d'impôt sur le revenu, et les seules taxes, il n'y a pas de taxe de TVQ, évidemment, TPS, il n'y a rien de ça. Les seules taxes que paient les gens, en gros, ce sont les taxes municipales et les taxes scolaires. C'est là où ça se passe. La fiscalité se joue à l'échelle municipale. Et les principaux services publics sont aussi
à l'échelle municipale. Hein? On est bien avant l'assurance maladie, tout ça. Et les écoles sont essentiellement financées par les taxes scolaires. Donc, le nerf de la guerre de la fiscalité, c'est sur le secteur municipal. Or, qu'est-ce qu'on trouve dans cette première loi qui crée Shawinigan? Bien, on trouve une règle qui exempte la grande industrie de toute taxe et en contrepartie, on prévoit des contributions annuelles fixées dans la loi. Alors, je vous disais tout à l'heure qu'un bill privé, c'est pour prévoir une règle particulière. Mais là, on la voit là, flagrante parce que la règle particulière, même à cette époque, c'était celle que vous connaissez très bien aujourd'hui, à savoir que la municipalité prépare un rôle foncier, indique la valeur des immeubles au rôle foncier, détermine le taux et on multiplie le taux par la valeur, ce qui détermine le montant de taxes que l'on paie. Mais pour la grande industrie, donc, on va prévoir une règle différente où on va fixer à l'avance quels sont les montants de taxes qui sont versés à la municipalité. Ici, sur l'image à côté, c'est une visite du conseil d'administration de la Shawinigan Water and Power à Shawinigan. Ces gens étaient venus par train et on les avait mis là, dans un char avec des bancs. Donc, exemption fiscale, je disais, à la ville de Shawinigan dès le début. Et ces exemptions fiscales, on va le voir, vont se répandre dans la région. Ce ne sera pas le seul fait de Shawinigan, mais il faut savoir que la Shawinigan Water and Power ne va pas limiter ses activités à Shawinigan. La Shawinigan Water and Power va éventuellement harnacher l'ensemble du Saint-Maurice. Et donc, le même phénomène va se retrouver partout. Alors, je donne ici, j'ai pas mis l'ensemble, seulement quelques exemples. D'abord, il va y avoir une loi 1908 qui va confirmer les exemptions pour 20 ans. Avec les mêmes montants. Et il va y avoir, même à Trois-Rivières, donc 1910, une ratification d'un bonus, parce qu'on est à l'époque du bonusing, si ça vous dit quelque chose, là. C'est-à-dire que les municipalités avaient 3 mécanismes pour attirer l'industrie sur leur territoire, donner des subventions, bonusing, donner des exemptions fiscales ou acheter des actions de la compagnie. Donc ici, Trois-Rivières là agit sur différents pour la Wabasso Cotton et on fixe aussi les taxes foncières. Mais en même temps qu'on donne des règles particulières à certaines villes industrielles, dont ici dans la vallée du Saint-Maurice, par loi générale, le gouvernement va essayer de limiter un peu ce pouvoir des municipalités parce que souvent, ça va les placer un peu en porte-à-faux par rapport aux besoins financiers des municipalités. Donc, on va dire, oui, vous pouvez donner des exemptions, mais pas plus que 10 ans, pas plus que 20 ans. Et là, on va voir des variations là, qui vont s'écouler comme ça jusqu'à 1960. Là. Je vais passer assez rapidement, mais juste pour revoir un peu l'espèce de pattern qu'on va voir se développer pendant toute cette période. On voit donc, pour rester dans la région, 1910, grand-mère qui va accorder une exemption de taxe de 30 ans à la Laurentide Paper, donc le moulin à papier qu'on trouvait là-bas. Rappelez-vous, la règle générale dit pas plus que 10 ans, mais on adopte un bill privé qui accorde l'exemption pour une période plus longue. 1915, la charte de Trois-Rivières, donc c'est une loi, qui va être amendée pour lui permettre d'accorder des exemptions aux manufactures pour 20 ans. Et pour acheter également des actions, donc pour financer le développement de ces entreprises. Le Québec, comme je le disais, va essayer de limiter ce pouvoir d'accorder des exemptions fiscales parce que ça crée des problèmes. Les municipalités se retrouvent dans un corset. Elles n'arrivent plus à financer les services et les infrastructures qu'elles doivent faire parce qu'on est en période d'industrialisation, donc de développement. Imaginez ces usines qui arrivent. Il y a un afflux de travailleurs qui viennent des régions environnantes et de plus loin. Donc, il y a des besoins énormes.
et même que Shawinigan elle-même va éprouver de graves difficultés financières après donc avoir accordé cette exemption pendant 20 ans, de sorte que le secrétaire trésorier de Shawinigan est allé rencontrer les compagnies. Il va écrire aux 4 grandes industries qu'on a vues tout à l'heure, donc Shawinigan plus les 3 autres, pour les aviser que, dans le fond, le bill privé ou l'entente, parce qu'il y a toujours des ententes qui sont ensuite confirmées par bill privé. Donc, le secrétaire trésorier leur dit, écoutez, là, 1920, c'est fini. Après 1920, vous retombez sous la règle générale. Vous allez devenir des citoyens ordinaires et non plus des compagnies qui bénéficient d'ententes particulières par la loi. Alors, donc, l'Alliance de l'industrie va accepter de dénouer un peu les cordons de la bourse et elles vont négocier. Donc, il y a vraiment une négociation qui va s'entretenir entre la municipalité, la ville de Shawinigan Falls et l'industrie. Et l'industrie va mettre ses conditions, elle va, par exemple, dire, OK, mais on gèle le taux de taxe pour les 3 premières années, puis ensuite, si le taux de taxe monte au-dessus du 1 $ par 100 $ d'évaluation, moi, j'en paye juste la moitié. Donc, on voit le refus d'être un contribuable ordinaire. Ça prend des règles particulières pour l'industrie. Et il y a une autre chose qui est intéressante qu'on découvre dans la région, vraiment dans la vallée, c'est que c'est à Shawinigan et à Grand-Mère que sera proposé le régime de la gestion de la municipalité par un gérant. Aujourd'hui, on appelle ça le directeur général d'une municipalité. Alors, ce sont les compagnies qui ont proposé cette initiative, cette nouvelle façon de gérer la ville, un peu pour dépolitiser, vous comprenez. Donc, ce sera un gérant et on lui dit, cette façon de faire est la façon de faire pour les villes les plus progressistes en Amérique du Nord, mais on dit le gérant doit être choisi et approuvé conjointement par l'industrie et la municipalité. Et on ajoute, en plus, que donc soit le choix est conjoint ou on choisit mais doit être approuvé par la compagnie. Alors vous voyez le contrôle que veut prendre l'industrie sur la gestion de la municipalité. Et dans l'entente, on prévoit aussi que la moitié du salaire du gérant va être payé par l'industrie. À Grand-Mère, on prévoit même, ou à La Tuque, on prévoit que son salaire sera payé totalement par l'industrie. Donc, Grand-Mère va adopter le même mécanisme de gestion par gérant. Et là, c'est la Laurentide, l'usine de papier qui le propose et qui paie. Et la TUC va faire la même chose, donc adopter un régime de gérant. Ceci est une particularité et une innovation qui se passe ici, le long du Saint-Maurice. Ça n'existait pas encore ailleurs à travers le Québec. Donc, on voit bien ici le spectre de la Shawinigan Water and Power qui veut s'assurer de bien contrôler les destinées de la compagnie et de la municipalité. Alors, pendant ce temps-là, évidemment, la Shawinigan Water and Power va poursuivre son développement tout le long du Saint-Maurice, comme je le disais. Donc, ce sera la construction de la Gabelle en 1922. La loi est amendée, encore une fois, parce que on a dit que la première exemption se terminait en 1922. Donc, il va y avoir une nouvelle loi privée pour prolonger les exemptions. Et on va aussi, autre particularité, on va aussi soumettre l'approbation des règlements d'emprunt de la ville à l'approbation des électeurs, qui sont les propriétaires à l'époque. Et on va prévoir une règle de double majorité en nombre et en valeur. Alors, évidemment, vous comprenez tout de suite que l'industrie disposant de la plus grande partie de la valeur foncière
à l'intérieur d'une ville industrielle dispose ainsi d'un droit de veto par rapport à tout emprunt et tout développement que voudrait faire la municipalité. Et ces règles particulières qui sont adoptées dans des bills privés spécifiques pour les villes industrielles sont par la suite, pour certaines, incorporées dans les lois d'application générale que sont la loi des cités et villes ou le code municipal pour permettre aux compagnies de voter sur les règlements d'emprunt. Alors, donc, développement se poursuit. Comme je disais, ça va être la centrale de Rapide Blanc, celle de la Tranche, etc. Alors, donc, les années passent et les exemptions prévues dans la loi viennent à échéance parce que ce sont des échéances de 10 ans qui seront prévues par la suite. Donc, on va voir à chaque décennie l'Alliance de l'industrie revenir à la charge, revenir voir les édiles municipaux, le secrétaire ou fonctionne par le gérant. Parfois, on voit que c'est le gérant qui propose, le gérant qui est nommé par l'industrie, rappelez-vous, qui va faire la proposition d'une entente au conseil municipal. Donc, 1929, et je vais passer rapidement, on va voir que ça va se poursuivre de décennie en décennie. Les années 30 vont être particulièrement difficiles, la grande crise des années 30. Je disais que cette époque, il n'y a pas d'État social encore, mais on avait mis en place un État social municipal avec le secours direct qui devait être financé pour le tiers par les municipalités, ce qui mettra beaucoup de pression sur les finances des municipalités. Donc, la municipalité va réussir à se sortir du secours direct pour plutôt essayer de mettre les chômeurs ou les sans-emploi ou les démunis au travail. Donc, on va en profiter pour faire des travaux publics importants avec l'aide du fédéral et de la province aussi. Donc, des travaux publics vont être faits parce que le chômage est très élevé. D'ailleurs, on voit dans les rapports annuels de l'époque ce que coûte à la ville de Shawinigan le secours direct qui doit être payé. Et rappelez-vous, c'est dans une ville où la contribution de la plus grande richesse foncière est plafonnée, limitée, contrainte, mais que les besoins sociaux deviennent importants. Alors, on continue et l'Alliance va à nouveau revenir à la charge à l'approche de la nouvelle échéance de 1940. Il va y avoir encore une fois une entente entre la ville et l'Alliance de l'industrie et qui va fixer à nouveau les évaluations pour un autre 10 ans. Et la ville continue, elle emprunte, cette fois-ci pour des travaux d'utilité publique, toujours pour essayer de remédier au chômage. On n'a pas encore, l'industrie de guerre n'a pas encore pris toute son ampleur et les difficultés sont encore grandes. Puis on voit que malgré ça, la ville, donc Alcan veut construire une nouvelle usine pour les fins de guerre. La ville va accorder d'autres exemptions fiscales, dont Alcan, justement, en temps de guerre. 10 ans plus tard, on revient encore une fois aux négociations avec l'échéance de 1950. Il va y avoir, là on est rendu à 6 grandes industries qui font partie de cette alliance. C'est le gérant qui remet au conseil municipal le projet. Il va y avoir donc acceptation par le conseil municipal, adoption d'un bill privé, donc toujours la même. Et on apprend dans les procès-verbaux que le maire, François Roy, on le félicite parce qu'il vient d'être promu au poste de vice-président adjoint de la Shawinigan Water and Power. C'est le seul exemple direct et concret que j'ai vu. C'est sûr qu'il y aurait une recherche plus poussée à faire à ce sujet qui a peut-être été fait par d'autres personnes. Donc, quand on parle de ville, de compagnie, ça prend différentes formes, dont celle-ci. Et en 1955, la ville doit emprunter pour la construction d'une conduite d'eau pour Alcan. Alors, on voit que la ville sert aussi de véhicule financier pour financer des infrastructures dédiées à la compagnie Alcan, qui, elle, s'engage à rembourser cet emprunt sur 25 ans. Alors, c'est intéressant de voir que c'est la ville qui sert de banque, finalement, pour la multinationale Alcan en 1955. On avance encore de 10 ans.
Et là, on s'approche, on est rendu à la fin des années 50. Et j'ai passé par-dessus certains épisodes là où le Québec a essayé de différentes façons de mieux connaître l'impact des exemptions fiscales qui sont données à l'industrie. Mais ce qui est clair, c'est que Québec commence, et il y a un ministère des Affaires municipales là, qui avait été mis en place et une commission municipale en 1932, va commencer à exiger ou à demander aux municipalités d'être un peu plus catégorique ou systématique dans la façon de préparer les rôles fonciers. Et on va demander aux municipalités de commencer à réviser leur façon de faire. Mais entre-temps, les difficultés financières sont importantes et les municipalités vont chercher d'autres façons d'accroître leurs revenus. Et on va notamment autoriser la taxe d'affaires, mais on voit les limites qui y sont mises, c'est-à-dire qu'un contribuable, c'est-à-dire la taxe d'affaires imposée par la municipalité ne doit pas excéder 10% de la valeur locative ou pas plus que 2 000 $ par contribuable. Alors là, si vous avez un gros contribuable qui occupe 90% de la valeur foncière de la municipalité, si vous le plafonnez à 2 000 $, ça donne pas beaucoup d'air à la municipalité. Mais bon, c'est donc la règle, on voit que c'est une règle qui vise à protéger finalement les gros contributeurs potentiels d'une municipalité. Et on va aussi, en 1959, modifier la loi des cités et villes pour autoriser les municipalités à exempter la machinerie industrielle. Ça semble assez technique, mais ça a été, à mon avis, un tournant majeur dans les finances municipales. Pourquoi? Parce que et j'ai examiné les rôles fonciers au Saguenay-Lac-Saint-Jean, entre autres, autour des installations d'Alcan et à Shawinigan avec ces installations industrielles importantes de la Shawinigan Water and Power et autres industries. Et on se rend compte que l'évaluation foncière de l'industrie est, à l'époque, constituée pour à peu près la moitié de la valeur de l'équipement, de la machinerie. C'est là où la valeur importante se trouve. Et une fois que vous exemptez ou que vous ne portez plus au rôle cet équipement, bien, vous coupez l'évaluation de moitié. Alors, vous voyez l'impact majeur que ça peut entraîner. Mais là, le Québec commence à dire aux municipalités, on vous autorise à adopter un règlement qui l'exempte. Donc, certains disent, c'est fantastique, les municipalités sont autonomes, elles peuvent décider de faire une chose ou de ne pas faire, mais on se rend compte que dans le fond, c'est là où on voit que le terme autonomie est un terme à double tranchant, parce que ça veut dire que l'industrie peut mettre de la pression à laquelle, on le voit, depuis 50 ans, la ville ne peut pas résister, en raison avec tout ce qu'on a avancé. Bref, donc, on approche de 1960 et là, le monde va changer. L'élection de Jean Lesage, Jean Lesage, donc, qui prend le pouvoir et ça va marquer, sauf il y a une ou deux petites exceptions, mais la chose devait être presque adoptée, là. Bref, ça va marquer la fin des autorisations d'exemption fiscale municipale. Jean Lesage dit, c'est fini, tout le monde paye ses taxes selon les mêmes règles, les bills privés particuliers, on met fin à ça. Et il va créer un autre mécanisme, un nouveau mécanisme pour venir en aide à l'industrie. Ça ne veut pas dire qu'il était opposé. Évidemment, il croyait à l'industrialisation régionale, à aider les régions, mais on va mettre d'autres mécanismes parce que l'exemption fiscale, finalement, c'est la course vers le bas et ça entraîne un renversement du fardeau fiscal sur le petit contribuable. Ça entraîne des difficultés majeures financières pour les municipalités. Alors, pendant ce temps-là, à Shawinigan, on se prépare à préparer le rôle dit scientifique et on va voir des tensions qui vont monter entre les conseillers avec le maire. Il va y avoir vraiment
des questions difficiles qui vont se poser et on voit que les compagnies vont exercer aussi un contrôle qui va devenir encore plus marquant sur les finances municipales. Notamment, on voit que les compagnies vont s'opposer à un règlement d'emprunt que veut faire la municipalité de Shawinigan pour faire des travaux publics. Parce que les compagnies estiment que non, la dette est déjà assez haut, on ne veut pas que le taux de taxe monte. Bref, vous vous rappelez là, le droit de vote dont je vous ai parlé, qui se traduit par un droit de veto. Donc là, mais dans le fond, ce qu'on comprend aussi, c'est qu'il y en a peut-être eu avant. Mais savez-vous ce qui se passe? C'est que les municipalités faisaient une pré-demande. Avant de faire adopter un règlement d'emprunt pour travaux, vous demandez avant, en catimini, êtes-vous d'accord pour qu'on le fasse? S'ils disent non, le règlement est jamais proposé au conseil municipal et vous ne saurez jamais qu'il y avait une opposition de la part de l'industrie. Ici, on voit un conseil municipal qui commence un peu à se sortir la tête de l'eau et qui va de l'avant quand même. Et là, les compagnies n'ont pas le choix que de s'opposer de façon explicite. Alors, premier gouvernement de Jean Lesage. Deuxième, la nationalisation. Et, comme on le disait, c'est essentiellement la Shawinigan Water and Power. Mais évidemment, ça se parlait avant qu'on procède à cette nationalisation. Le projet faisait débat déjà. René Lévesque en parlait, d'ailleurs on le lui a reproché assez ouvertement avant. Et pendant ce temps-là, la Shawinigan Water and Power, qui avait terminé de développer le Saint-Maurice, met en chantier, dès 1961, la fameuse centrale thermique de Tracy. Et Shawinigan Chemicals commence à s'installer ailleurs qu'à Shawinigan, donc entreprend la construction d'une usine pétrochimique à Varennes. Donc, on voit que tout ne converge plus seulement vers Shawinigan avant même que la nationalisation ne survienne. Donc, je parle du maire Gauthier de Chicoutimi, mais on va passer là-dessus. Donc, c'est le 19 février 62 que René Lévesque expose au Conseil des ministres la situation de l'électricité au Québec et demande d'approuver le principe de l'expropriation de Shawinigan Water and Power. Incidemment, j'ai découvert que c'est lors du même Conseil des ministres que sera discuté pour la première fois le potentiel de Churchill Falls et la possibilité pour le Québec de s'impliquer dans ce développement. Mais je ferme cette parenthèse. Donc, je vais pas ici rappeler, vous la connaissez, cette histoire. Donc, c'est le 19 septembre 62, donc il y a l'annonce des élections référendaires qui vont se tenir le 14 novembre 62 et de laquelle va découler la nationalisation. Qu'est-ce qui se passe dans la ville de Shawinigan à ce moment-là? À Shawinigan, ben là, rappelez-vous, on doit sortir là, des évaluations préétablies par bill privé. Il faut commencer à faire un vrai rôle foncier. Donc, on a engagé une firme d'évaluateurs. Et là, l'alliance des compagnies, là, on est rendu à 8 compagnies avec Shawinigan Water and Power, vont soumettre un projet de convention à la ville. Et là, eux, ils savent des choses que les élus ne semblent pas savoir encore. C'est que, avec la façon de faire l'évaluation, les compagnies qui payaient 80% des taxes foncières à la ville de Shawinigan, mais dans le fond, maintenant, de faire l'évaluation comme la loi le demande et comme les évaluateurs vont le faire pour nous, la contribution de l'industrie va baisser. Et le fardeau fiscal va être reporté sur les petits propriétaires. Donc, ils disent, oui, on comprend que ça va présenter un problème. On est prêt à aider la ville. On est prêt à faire des dons régressifs sur une certaine période. Mais on demande à la ville, en contrepartie, d'imposer des nouvelles taxes. Et toutes ces nouvelles taxes-là que vous allez imposer, vous allez les déduire des dons qu'on s'engage dans l'entente qu'on vous propose de signer. Et parmi les taxes que les compagnies demandent à la ville d'imposer, il y a l'ancêtre de la TVQ, la taxe de vente du Québec, qui était à l'époque perçue par les municipalités, à la discrétion des municipalités. Shawinigan avait résisté jusqu'à maintenant. Mais là, les compagnies disent donc à Shawinigan, vous allez imposer la taxe de vente sur votre territoire.
Et là, le maire de l'époque, qui avait une petite entreprise, le maire Fouché, réagit très mal au conseil municipal et il dit « Le plan soumis par l'Alliance de l'industrie est une insulte à notre intelligence. » Et il refuse carrément de s'embarquer. C'est la première fois là, qu'on voit ça, parce que vous avez depuis plus de 50 ans, hein, c'était une négociation aux 10 ans, puis c'était pas toujours unanime. Des fois, c'était sur division. Mais là, vous avez un maire qui s'y oppose de façon farouche. Donc, ensuite, ça va être vraiment la panique à Shawinigan. Il va y avoir, on va déposer le nouveau rôle foncier. Il va y avoir en 30 jours, pendant que le rôle foncier est mis à l'examen, il va y avoir des plaintes, 1350 plaintes de contribuables ordinaires qui vont être déposées au conseil de ville. Et on se rend compte que selon le nouveau rôle, la répartition du fardeau fiscal qui était de 80 industries, 20 pour les autres contribuables, passerait de 65 pour l'industrie à 35 pour les petits contribuables. Bref, c'est le branle-bas de combat dans la ville. Vous avez ici l'hôtel de ville de Shawinigan. Shawinigan ne peut pas percevoir ses taxes parce qu'elle n'arrive pas à faire homologuer. Le maire refuse d'homologuer un tel rôle foncier. Il y a toutes sortes de propositions qui sont soumises, qui sont défaites au conseil municipal. On va rencontrer l'Alliance. Il va y avoir de nouvelles négociations. Et finalement, le maire va opposer son veto pendant un mois de temps. Le maire oppose son veto, le conseil doit revenir. Il va refuser de signer les effets de commerce. Donc, il n'y a plus aucun paiement qui ne peut être fait par la ville. Bref, c'est vraiment extraordinaire ce qui va se passer à Shawinigan en réaction à cette nouvelle réalité que l'on voit. Alors, donc, devant une ville en débandade comme ça, l'industrie revient encore et va offrir son aide à la Cité de l'énergie qui est en crise. Il va y avoir un nouveau projet de convention qui va être soumis par l'industrie. Elles acceptent d'augmenter leur contribution d'environ 13% du fardeau fiscal par rapport à ce que prévoit le nouveau rôle, mais elle va les appeler des gratifications, des dons, et ce sera régressif sur 5 ans. Mais encore une fois, s'il y a des nouvelles taxes qui sont admises, qui sont adoptées, vous allez les déduire de ceci. Donc, ça brasse au conseil de ville. Finalement, devant l'impasse, l'entente ou la proposition de l'industrie va être adoptée à 4 contre 2. Le maire va aussi apposer son droit de veto et finalement, ce sera renversé. Vous savez qu'on peut toujours évidemment renverser un veto du maire à la séance précédente, ce qui sera fait. Et de guerre lasse, le maire Fouché va finalement démissionner le 26 août 1963 et l'entente sera finalement signée. Alors voilà, cette période houleuse, j'ai appelé ça post-mortem Shawinigan, les mots sont mal choisis, je m'en excuse auprès des gens d'ici, mais bref, c'est la fin d'une époque à Shawinigan. Il va sur la question foncière et des rôles, on voit que de façon constante par la suite, les rôles fonciers vont être contestés par l'industrie. D'ailleurs, c'est pas une particularité seulement de Shawinigan. On a parlé de l'industrie de la contestation au Québec dans les villes où l'industrie joue un rôle important. Finalement, l'industrie va demander et obtenir l'extinction de la taxe sur l'équipement dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et voilà. Et dernière image, ce sont des images que j'ai prises, c'est-à-dire que Monsieur Bordelot m'a remise aussi, mais qui se passait au moment où je suis passée en 2014. On faisait vraiment de la démolition d'anciennes usines à Shawinigan. Cette période couvre finalement la montée en puissance de l'industrie
à Shawinigan et ensuite son départ graduel qui sera plus ou moins consommé là, à cette époque. Merci. Merci beaucoup, passionnant. J'en aurais appris une autre heure, une autre 30 minutes. Très choquant aussi en même temps. Tout à l'heure, j'étais dans l'autre salle. Il y avait Yann Fourniss qui nous parlait de gouvernance territoriale et puis le retour des contrats, le retour du bricolage. On voit que en fait, on n'a rien inventé, mais au contraire, on reproduit ce qui s'était déroulé dans le cas de Shawinigan. J'avais juste une question de précision. J'avais du mal à comprendre quand à un moment donné, c'est au tout début là, de la présentation, quand à un moment donné, le gouvernement provincial souhaite cadrer un peu les exemptions, souhaite les raccourcir en termes de durée, et j'avais du mal à comprendre pourquoi, à ce moment-là, ça le préoccupe, pourquoi il veut un petit peu standardiser puis diminuer les exemptions, parce que je me dis, comme tu disais, l'essentiel des services sont à l'échelle municipale, donc qu'est-ce qui l'interpelle pour vouloir un peu cadrer tout ça? C'est-à-dire que dans les villes industrielles, étant donné les règles qui sont données en ce qui concerne le droit de vote, qui est souvent pondéré selon la valeur foncière, ça veut dire que c'est l'industrie qui contrôle la ville. Et l'industrie, je vais faire un raccourci, là, peut finalement s'accorder à elle-même une exemption de taxes, mais ce qui met en difficulté le reste de la ville. Donc, c'est les élus municipaux n'ont aucun moyen de se prémunir contre cette pression. Donc, ils recherchent la protection en haut. Et la seule façon d'avoir une protection, c'est qu'elle n'ait pas le droit d'accorder une exemption fiscale. À partir du moment où la loi autorise une municipalité d'accorder une exemption fiscale, si la personne visée par cette exemption est une personne puissante, notamment qui peut apposer son droit de veto sur tout règlement d'emprunt que vous pouvez faire, vous comprenez, vous êtes soumis à ça. Donc, la seule façon de protéger les municipalités, c'est que l'élu municipal dise « Ah, on vous aime bien, monsieur, qu'on aimerait bien, mais on ne peut pas. La loi nous l'interdit. » Donc, c'est là où je disais, on voit comment est-ce que le concept d'autonomie municipale est un concept qui peut être trompeur. Parce que pour exercer son autonomie, elle a parfois besoin de la protection de la loi. Et donc, évidemment, le Québec s'est rendu compte qu'il y avait des municipalités qui en venaient, et ça a été le cas, hein, des municipalités qui étaient vraiment au bord de la faillite en raison de ces règles, qui n'arrivaient plus à gérer et sans obérer de façon intenable le petit contribuable. Donc, c'est dans cet esprit-là où le Québec a tenté de différentes façons. Et là, il y aurait vraiment une étude plus précise à faire. J'ai été, je dois dire, étonnée de voir que c'est lorsque... Parce qu'on est dans des gouvernements libéraux, hein, au moment de l'industrialisation, là, 1900 et tout ça. Et lorsque Maurice Duplessis prend le pouvoir en 1937, c'est Maurice Duplessis qui va mettre en place une commission d'enquête pour essayer d'évaluer les impacts de ces exemptions et qui va adopter la loi pour mettre fin à ça, mettre fin au moins au bonusing et à l'achat d'actions et limiter à 10 ans les exemptions. Et là, lorsque les libéraux reprennent le pouvoir, on repart encore pour la gloire. Alors, c'est intéressant parce qu'intuitivement, on aurait pensé que ça aurait peut-être été l'inverse, mais il faut dire que lorsque Maurice Duplessis va reprendre le pouvoir, ça ne va pas changer, c'est-à-dire que la loi générale le limite, mais on peut contourner la loi générale par des billes privées de façon constante. Et qui préside le comité des billes privées? C'est le premier ministre. Alors, j'ai retracé aux archives de l'Assemblée nationale à Québec des procès-verbaux des billes privées signés par le premier ministre. D'abord, merci pour cette présentation dont je m'excuse d'avoir manqué le début. Un premier étonnement, c'est quand on dit que Maurice Duplessis est un progrès, ça montre à quel point sur d'être creux. Et j'aurais plus une question. J'avais jamais réfléchi pour Shawinigan, par exemple, qui était une ville, à une époque était une ville riche. Ces exemptions de taxes-là étaient données à des grandes compagnies qui ne pouvaient pas déménager leur équipement spontanément. Non. Alors, en théorie, on aurait pu les taxer d'un certain sens. Et ma question serait,
Comme en Centenaire, j'avais droit aux nouvelles sur ce que M. Fitzgibbon prévoit pour les compagnies qui ont besoin d'électricité. Est-ce que ça nous coûte plus cher en subvention aujourd'hui à Nordvolt et ses collègues que ça coûtait, par exemple, à Shawinigan en exemption de taxes? Je vois un parallèle. C'est pour ça que je suis très heureux d'avoir entendu cette présentation. Oui. Évidemment, je ne vais pas répondre de façon précise à ta question. Je te remercie, Luc, pour ton excellente question. J'ai décidé dans cette présentation de me limiter à la dimension historique. Mais vous comprendrez que ma réflexion, c'est qu'on a des choses à apprendre de cette histoire et qu'il y a des liens à faire avec ce qu'on développe maintenant comme étant la vallée de la transition énergétique. Et là, il y a deux niveaux. Il y a la première chose, à l'époque, qu'est-ce qu'on faisait? On faisait du développement industriel. On appuyait une industrie pour faire du développement. Aujourd'hui, on nous dit qu'on fait de la transition énergétique. Je ne sais pas si vous y croyez, mais en tout cas, on peut se poser la question et on peut se demander si on n'est pas, comme à l'époque, en train de faire du développement industriel, en train de développer une filière batterie. Est-ce que ça va réduire les GES, là? Il n'y a personne qui l'a prouvé jusqu'à maintenant. Alors là, ça, c'est le premier niveau de parallèle. Deuxième niveau, c'est que à l'époque, comme la fiscalité se situait au niveau municipal, évidemment, les exemptions ne peuvent se faire qu'au niveau municipal. Évidemment, le provincial joue un rôle parce que les municipalités, étant les créatures des provinces, elles sont régies évidemment par les lois qu'adopte la municipalité. Aujourd'hui, et c'est ce qui est arrivé au moment où Jean Lesage a mis fin à cette compétition, parce que ça a été démontré, là, c'est une compétition entre villes aussi. On a vu des situations où une ville, une fois que son exemption était finie, elle fermait. De toute façon, ses équipements reconstruit son usine ailleurs, puis on recommence avec de nouvelles. Mais bon, comme vous savez, cette compétition intermunicipale de l'époque, elle se passe à quel niveau aujourd'hui? Elle se passe à l'échelle internationale. Donc, ce sont les États qui accordent les exemptions. Les exemptions n'ont pas disparu, comme on a pu le voir récemment, mais c'est accordé par l'État. Donc, il y a vraiment plusieurs parallèles à faire et beaucoup de leçons, je pense, à essayer d'apprendre de cette époque historique. Peut-être juste un petit complément pour la question ici, c'est que quand même, à partir de 1910, il va y avoir quand même beaucoup d'opposition au sein du conseil municipal par rapport aux grandes compagnies. Des gens comme Auguste Frigon, par exemple, va mener la bataille de son côté. Donc, il y a quand même une pression qui vient de la ville pour forcer ces compagnies-là. Même chose aussi à Grand-Mère. Là aussi, il y a eu des oppositions. Mais c'est certain que c'était pas unanime. Il y avait également des représentants, bon, comme Guillemette à Shawinigan, où là, il y avait un débat à deux. C'est-à-dire que, bon, ben, est-ce qu'on doit pénaliser les entreprises, puis donc arrêter la croissance, ou au contraire, les forcer à payer, ainsi de suite. Mais les débats étaient quand même importants dans les conseils municipaux. Ça, c'est absolument certain. Donc là, il y a quand même... c'est beaucoup plus tôt que ces choses-là vont arriver. Et parce qu'il y avait quand même donc une petite bourgeoisie bien en place. Et cette petite bourgeoisie, à cette époque-là, n'était pas directement... employés par les compagnies. Puis, d'autre part, les compagnies elles-mêmes, à Shawinigan, en tout cas, n'étaient pas toutes d'accord les unes avec les autres. Il y avait la Shawinigan Welfare, mais à l'intérieur, il y avait quand même là aussi beaucoup de dissensions, entre autres la Belgo de Biermans voyait les choses tout autrement que la Shawinigan Water and Power. Donc, c'est un peu plus, je dirais, complexe à ce niveau-là. Oui, sans doute. Puis, Pierre, moi, j'ai pas consulté les journaux de l'époque là, qui doivent démontrer ça. Moi, ce que j'ai consulté, ce sont les procès-verbaux de la municipalité. Et c'est quand même assez étonnant, comme il y a très souvent, c'est quasi unanime ou jusqu'au maire Fouché, mais je ne doute pas un moment que il y a eu des oppositions aussi quand on a fusionné Shawinigan-Est, je pense. Là, la question était qui doit porter le frais de l'extension de l'aqueduc, parce qu'on était à une époque où tout le monde n'avait pas l'aqueduc, là, même en ville, hein, quand on fusionnait. Alors, merci pour ce commentaire, Pierre. Je vais relancer un petit peu sur cette question.
On parlait de gouvernance territoriale tout à l'heure. Qu'est-ce que ça t'inspire sur le pouvoir local et sur la capacité du droit à représenter les communautés locales? Parce qu'on parlait beaucoup de régime de ressources pour dire qu'il y avait des règles de droit qui favorisaient systématiquement les entreprises face aux autres communautés. C'est difficile de dire qu'il n'y a pas un régime municipal qui favorise systématiquement la grosse industrie, en tout cas dans les villes de compagnie, dans ce type de rapport de pouvoir. Alors, est-ce que c'est juste un cas limite dans un cadre juridique qui est beaucoup plus nuancé ailleurs, ou avec des pouvoirs plus équilibrés, ou est-ce que ça nous révèle que finalement le verre est dans le fruit, quoi, que le droit n'est pas suffisant pour contrôler l'industrialisation au Québec, en tout cas à cette période-là? Il y a beaucoup d'échos. Je ne suis pas certaine d'avoir bien compris ta question, Yann, sauf pour dans quelle mesure est-ce que le droit peut ou pas nous protéger du lobbyisme, dans le fond, qui s'exerce. C'est ça, et puis ça pose la question, à quoi sert une municipalité? Est-ce que c'est vraiment un endroit de démocratisation puis d'expression citoyenne, même biaisé, hein, on sait qu'à cette époque-là, le vote, etc. Mais ou est-ce que c'est juste un appareillage historique qui a été utilisé pour mettre en place une occupation minimale qui permet aux entreprises de faire la job, quoi? Oui, non, moi je demeure quand même plus optimiste par rapport au rôle des municipalités par le biais de la démocratie et des élections. Ce qui est important, c'est que ces informations soient connues. Moi, je suis pas certaine qu'à l'époque, les gens comprenaient qu'il y avait cette distorsion, si l'on veut, des règles, que ce soit par les évaluations fixes prévues par la loi, qui, au départ, défavorisaient le contribuable ordinaire. Et ce phénomène-là est visible. C'est pas particulier à Shawinigan. On voit la même chose dans ce que j'ai vu là au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Est-ce que les gens sont au courant de ça? Et c'est sûr que c'est fixé par la loi en haut. Qu'est-ce qu'on peut faire pour se battre, sauf le dénoncer et demander un rééquilibrage de la chose. Bref, il faut d'abord bien comprendre le problème auquel on est confronté avant de pouvoir s'y opposer ou proposer d'autres solutions. Et c'est souvent ce qu'il manque au départ. On ne connaît pas la réalité. On ne connaît pas le fondement des décisions qui sont prises ou de la situation à laquelle on fait face. Et encore une fois, aujourd'hui, peut-être on est encore dans l'obscurité par rapport à ce qu'on recherche aujourd'hui là, avec la nouvelle vallée de la transition énergétique. Tu vois, mais c'est le premier prérequis avant de pouvoir. Alors bref, oui, la municipalité a un rôle à jouer derrière ça. Il faut la préserver, il faut la cultiver et essayer de la rendre plus comment dire, de lui donner des pouvoirs pour pouvoir se battre contre ces situations. Watch, merci pour votre présentation, c'était très intéressant. Je me questionne par rapport au droit à l'eau. Droit à l'eau, droit de l'eau. Ah, OK. L'eau qui a des droits. On voit que c'est un droit qui est de plus en plus en émergence aussi. Quand on regarde aussi l'Agence canadienne de l'eau qui est en train d'évaluer comment est-ce qu'ils vont pouvoir régir pour protéger les droits de l'eau. Quand on regarde aussi notamment au Manitoba, toutes les questions par rapport aux droits de l'eau, l'hydroélectricité, les enjeux notamment qui sont défendus par les peuples autochtones beaucoup au Manitoba. Puis je me demandais si vous aviez une opinion par rapport en droit municipal, qu'est-ce qui pourrait être des pouvoirs qui pourraient être transférés ou des pouvoirs qui pourraient émerger en fait du droit municipal pour pouvoir aller de l'avant dans cette nouvelle émergence qui est le droit de l'eau? Pour moi, le droit de l'eau, ça reste une expression large et assez floue parce qu'il y a plusieurs composantes à la chose. Ce dont on a parlé aujourd'hui, ce sont les droits hydrauliques, c'est-à-dire qui a le pouvoir de turbiner l'eau. D'abord, ces droits appartiennent au départ à la province
Il y a des exceptions, évidemment, comme dans la voie maritime du Saint-Laurent pour le fédéral, mais ça appartient à la province. Et donc, c'est la province qui a cédé ses droits. Alors, quand je disais que la Shawinigan Water and Power a acheté le trou du diable à Shawinigan, ben, elle l'a acheté de l'État canadien. Et elle l'a acheté, à l'époque, ça se faisait par simple décret gouvernemental. C'était une décision qui était prise par l'État. Donc par le Conseil des ministres, le lieutenant-gouverneur en conseil, comme on disait à l'époque. Cette règle a changé. Là, je prends juste la question des droits hydrauliques, vous voyez, parce que le droit de l'eau, c'est aussi le droit de l'accès à l'eau potable. Ça peut vouloir dire l'accès à la protection de la nappe phréatique contre les pollutions. Ça peut être l'accès à l'eau pour aller naviguer, pour me baigner. Il y a vraiment plusieurs dimensions. On peut pas, et chacune est particulière. Mais si on se limite aux droits hydrauliques, c'est intéressant de voir comment est-ce que le droit a évolué pour protéger ces droits hydrauliques qui étaient de propriété publique. Par exemple, la loi a été amendée à quelques reprises pour faire en sorte que le Conseil des ministres ne puisse pas, derrière des portes closes, vendre des droits comme il l'a fait au Trou du Diable, comme ça a été fait au Lac-Saint-Jean pour la construction sur le Saguenay à la sortie du Lac-Saint-Jean avec l'île Maligne, Shipsha et Chute à Caron, qui a été vendu par Conseil des ministres. Ce genre de situation ne peut plus se faire au Québec. Les cessions de droits hydrauliques doivent passer par une législation. Mais ça veut dire qu'il doit y avoir dépôt d'un projet de loi, il peut y avoir opposition, il va y avoir débat et il doit y avoir une loi qui est adoptée. Alors, vous voyez, ça, c'est un mécanisme juridique qui fait en sorte que, au moins, il y a un débat, au moins, on est alerté et si on veut sanctionner le gouvernement qui a cédé les droits hydrauliques, ensuite, on le peut. Alors, voilà un exemple de protection qui a été fait parce que les droits hydrauliques étaient une dimension importante au Québec, étaient et sont encore une dimension importante, de sorte qu'il y a eu évolution du droit à l'avantage d'une protection du caractère public et du fait que ça doit se faire, la cession doit se faire de façon transparente et après débat public. Alors, ensuite, on pourrait prendre chacune des autres dimensions du droit de l'eau. Maintenant, vous me demandez que peuvent faire les municipalités à ce sujet-là. En matière d'eau, on a confié au MRC une compétence en matière de cours d'eau, de lacs et de cours d'eau. Mais c'est assez limité parce que c'est encadré dans différentes choses. Même les municipalités qui veulent, là le droit vient de changer, mais qui voulaient par exemple interdire les bateaux à moteur sur un plan d'eau, et il y a plusieurs municipalités qui ont voulu le faire, devaient obtenir l'autorisation du fédéral. Il y avait tout un système avec parce que la navigation est de compétence fédérale. Bref, chaque dimension du droit de l'eau, comme vous appelez, comporte ses particularités constitutionnelles ou législatives. Donc, on ne peut pas donner une réponse d'ensemble pour tout. Il faut vraiment analyser chacune de ces portions de ce spectre que constitue le droit de l'eau. Merci beaucoup de votre attention et votre vigilance et persévérance à cette heure tardive. Merci.